Chers amis, bienvenue à Géopolitique Internationale, ce pléonasme que je me plais et que je me permets de reprendre systématiquement. Nous commencerons aujourd'hui par parler de la situation qui prévaut en Afrique. Entendu, nous ne pouvons pas ne pas envoyer des pics à William Ruto, ce chouchou de Joe Biden et autres là, qui a envoyé 1000 policiers à Haïti afin de gérer, de ramener le calme et la sérénité entre guillemets comme le veulent les Occidentaux à Haïti, eux qui ont détruit Haïti, que ce soit les Américains et les Français. Mais ces policiers-là, j'espère pour les Haïtiens qu'ils n'auront pas la gâchette facile comme ils l'ont eu au Kenya ces temps-ci en massacrant plus de 30 Kenyans qui ne faisaient que manifester contre l'augmentation des taxes. Cela dit, nous passons à la situation qui prévaut au niveau de la République démocratique du Congo. Beaucoup d'Africains veulent nous parler de Paul Kagame comme étant un héros, comme étant un nationaliste africain, comme étant ceci, foutaises. Ce ne sont que des foutaises que ces derniers débitent. Paul Kagame n'est en rien un héros, c'est un tortionnaire, quelqu'un qui est en train d'attaquer la DRC depuis plus d'une dizaine d'années pour piller les ressources minérales, les minéraux dont dispose la République démocratique du Congo à l'est de la République démocratique du Congo. Même un membre du parti des travailleurs belges là, un jour dans une question au Premier ministre avait demandé pourquoi la Belgique ne condamne pas les exactions commises par le Rwanda, déjà en violant l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, mais aussi en pillant les minerais qu'ils vendent aux Européens et aux Américains, alors que le Rwanda ne dispose d'aucun de ces minéraux dans son sous-sol. Paul Kagame est en train de commettre des massacres là-bas depuis des années, au vu aussi de tous les Africains qui ne veulent pas le condamner. 5 millions, des millions de Congolais ont perdu la vie du fait de ces différentes invasions de la RDC par le Rwanda, qui s'abrite tantôt derrière une milice qui s'appelle Mai Mai, tantôt par derrière une autre milice qui s'appelle M23. On sait que c'est eux qui sont là-bas, et même des soldats rwandais ont été capturés là-bas. Bref, le Rwanda est en train de commettre des crimes, des génocides. Un génocide a déjà commis même un génocide en RDC. Lui et Netanyahou, ils sont pareils. C'est un génocidaire comme Netanyahou. Il y a eu 1 million de déplacés internes au niveau de la RDC. Et il y en a même 1 million qui sont réfugiés dans des pays limitrophes de la RDC. Et il se trouve qu'il y a des Africains qui ont le toupet, le culot de considérer que celui qui dirige ce pays mafiosi, ce pays de tyrans et de tortionnaires et de génocidaires, de considérer ce dirigeant-là comme un patriote africain. Passons au Soudan. Passons au Soudan actuellement où d'autres encouragent un génocide. Bien entendu, les Émirats arabes unis aiment montrer leurs muscles lorsqu'il s'agit d'accompagner les Américains dans le choix qu'ils font au Soudan, de soutenir les Rapid Support Force soudanais là, qui sont en train de commettre des massacres au niveau du Soudan. Ces gens-là, on les connaît depuis 2003, lorsqu'ils sont nés avec les Janjaweed, où ils ont massacré énormément dans l'ouest du Soudan et dans le sud du Soudan. Et beaucoup de Soudanais avaient fui pour se retrouver au Tchad, voisin. Et maintenant, les Émirats arabes unis donnent des moyens financiers et jouent même font office de recruteurs, de mercenaires pour les Rapid Support Forces au Soudan. Il y a eu des manifestations l'autre jour en Angleterre devant l'ambassade des Émirats arabes unis. Même ces Anglais qui manifestaient ont demandé même
ont demandé aux Anglais, aux citoyens de boycotter les Émirats arabes unis. Mais les Africains devraient aller plus loin et rappeler leurs ambassades, et du moins rompre leurs liens diplomatiques avec les Émirats arabes unis. Parce que ça, c'est du banditisme et du génocide dont ils font preuve. Ils étaient même avec comment il s'appelle, le maréchal Haftar au niveau de la Libye, qu'ils ont soutenu. Et de ce fait, ils perpétuent même la guerre civile au niveau de l'Égypte, de la Libye. Nous autres Africains, rompons avec les Émirats arabes unis. Ces gens qui ne sont là que pour trafiquer de l'or, qui volaient même de l'or au niveau du Niger, qu'ils avaient les transportés aux Émirats arabes unis en passant par l'Éthiopie. C'est les Éthiopiens qui ont arrêté ça. Passons maintenant à la situation palestinienne, qui est inévitable. Le journal prestigieux, le plus prestigieux journal médical du monde, là, The Lancet, a sorti une publication où les auteurs de l'article disaient qu'il y a en fait 186 000 morts au niveau de la Palestine depuis qu'Israël a envahi Gaza. Bon, d'après eux, les statistiques ont montré dans tous les conflits que le nombre de morts directs qui ont reçu, autrement dit, des balles, qui sont morts parce qu'ils ont été percutés par une balle, ou bien par un obus, ou bien par une bombe, c'est le 5e du nombre de morts total. Ils ont donné d'autres arguments. Qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accéder aux soins médicaux alors qu'ils ont des maladies qui ont besoin de soins réguliers. Tous ces gens-là aussi en pâtissent. Et les gens le fait qu'ils n'aient pas accès à l'eau, qu'ils n'ont pas accès au manger, et les blessés aussi qui vont devenir. Bon, et ensuite même, ceux qui sont dans les décombres des bâtiments que les Israéliens ont bombardés, qui sont morts et qui sont restés là-bas. Ils estiment le nombre à plusieurs milliers. Bon. Et Israël, même pire, c'est qu'il y a énormément d'amputés qu'il y a en Israël. Il y en a au moins, je crois, 10 amputés par jour au niveau des hôpitaux palestiniens. 10 amputés par jour. 10 amputés par jour. Et qu'on ampute sans les mesures élémentaires d'hygiène, des fois même sans anesthésie, sans n'importe quoi, toutes ces horreurs-là. Bon, bref, ce qui confirme encore une fois que c'est véritablement un génocide qui est en train d'être mené là-bas encore. Et mieux, Haaretz et un autre journaliste israélien, je crois qu'il s'appelle Ayot Arnold, je crois, avoir prononcé correctement le nom, Haaretz a sorti dans sa publication anglophone le fait qu'en fait, des témoignages ont montré que c'est les Israéliens, leurs hélicoptères Apache et autres là, qui ont pilonné, qui ont tué beaucoup de gens qui étaient dans leur voiture, qui étaient dans un, je ne sais plus, dans une fête, un soir là, qui se menait là-bas, un party. Bon, que ces gens-là ont été tués par même et ensuite que beaucoup d'Israéliens qui ont été tués avant ont été victimes de la doctrine Hannibal qu'ont les Israéliens. Autrement dit, mieux vaut tuer un Israélien, un compatriote, plutôt que de le laisser emporté par les résistants là comme otage. C'est une doctrine qu'ils ont depuis longtemps et qu'ils ont appliquée ce jour-là. Et ils ont massacré beaucoup d'Israéliens. Certes, les gens de la résistance ont massacré, ont tué des Israéliens, mais la plupart d'entre eux, c'est des soldats. Et voilà. Ils ont même, des Israéliens, rien que pour cacher tout ça, ils ont même pris des voitures qui ont été victimes, qui ont reçu ces obus-là, etc., des Apaches, pour les ensevelir, d'après la version anglaise de Haaretz. Ils avaient même refusé, je crois, à une commission des Nations Unies, la possibilité de venir enquêter sur cela, le gouvernement israélien. Bref. Pourquoi refusent-ils? Parce que les gens viennent enquêter sur un massacre dont ils disent que les auteurs ne sont autres que les Palestiniens. C'est parce qu'ils ont beaucoup de choses à cacher. Et ils se sont servis de la presse occidentale, qui leur est soumise, comme arbre qui cache la forêt. La presse occidentale raconte n'importe quoi, ces gens ont massacré ceci, ont même violé des enfants, ont même, etc., décapité des enfants, des bébés, etc. On connaît la presse occidentale.
leur renom n'a pas atteint des cimes, mais maintenant est au plus bas. La renommée des presses occidentales a atteint le trou noir maintenant. Bref. Pour revenir à donc les Israéliens ont commis énormément de massacres et ont voulu cacher ces massacres. Mais maintenant, ce qui est pire, c'est que le porte-parole de l'armée israélienne, je crois qu'il s'appelle Hagara, je ne sais plus. Il a dit que l'armée israélienne n'a pas les moyens, on ne peut pas vaincre la Hamas parce que là, on ne peut pas vaincre la Hamas. Évidemment, ça, on le sait depuis longtemps qu'ils ne pouvaient pas vaincre la résistance. Et que même à Rafah, qui est au sud, qu'ils ont occupé, où ils ont envoyé leur armée, avec la traîtreuse complicité, la traîtreuse complicité plutôt de l'armée égyptienne. L'armée égyptienne, d'après les accords de Camp David qui ont été signés en 1978 à Camp David aux États-Unis, Israël n'avait pas le droit d'occuper le corridor de Philadelphie. Mais Israël l'a occupé sans que l'Égypte ou l'armée égyptienne n'ait levé le petit doigt. Ils ont même massacré, ils ont même tué 2 soldats égyptiens sans que les Égyptiens réagissent. Parce qu'Israël jouit de la complicité de certains États arabes, comme l'Égypte, comme la Jordanie, et comme d'autres États, hein, comme les Émirats arabes unis, on peut même dire l'Arabie saoudite aussi. Ce n'est que la résistance qui, avec les armes, se bat. In arms with arms will fight, dit la résistance. C'est pourquoi à Rafah, l'armée israélienne subit en moyenne, c'est l'armée même israélienne qui annonce en moyenne 8 morts par jour, parmi les soldats, et 60 blessés. À Rafah, rien qu'à Rafah, je ne parle pas de toute la bande de Gaza. Rafah, c'est au sud de la bande de Gaza, c'est à la frontière égyptienne. Et au niveau aussi des Khan Younis, ils ont subi beaucoup de morts, l'armée égyptienne. Au niveau de Gaza City, qui est au nord, plus au nord. Chaque fois, ils retournent à Gaza City, à chaque fois, ils disent, ils en ont fini avec Hamas, ils ont balayé les gars d'Hamas, détruit Hamas, ils retournent là-bas encore pour commettre des crimes et pour perdre aussi des soldats. Parce que la résistance est déterminée. Et ensuite, ils prétendent vouloir s'en prendre au Liban. Et il y a le major général Isaac Briggs de l'armée israélienne qui a dit que non, Netanyahou veut nous exposer à l'Holocauste, veut nous faire subir l'Holocauste en tentant d'attaquer le Liban. Parce que même l'armée israélienne maintenant est dubitative concernant ses moyens. Même il y a New York Times qui a titré récemment Low in Ammunitions, Israeli Army speaks for truth. Ayant trop peu de munitions maintenant, l'armée israélienne prône la trêve dans les hostilités. Mais s'ils veulent s'en attaquer à Hezbollah, ça c'est une autre affaire, c'est une autre manche, c'est une autre partie. Parce que le Hamas qui a été dans une prison éternelle là, qui n'avait pas les moyens de s'approvisionner en armes, ce n'est pas le cas de Hezbollah. Hezbollah qui était en Syrie pendant 10 ans, qui a lutté aux côtés de l'armée syrienne et de l'armée russe contre les gens de l'État islamique et des trucs de Turcs et autres là, se sont aguerris au combat. Et ils ont aussi une brigade, je crois, qui s'appelle Radwan, qui est là-bas, qui sont des forces spéciales. Et ils ont déjà pilonné tout le nord d'Israël sans qu'Israël n'y puisse quoi que ce soit. Je crois qu'il y a même 200 000 Israéliens qui se sont enfuis du nord pour aller se réfugier dans les zones qui sont plus au centre, comme Tel Aviv et autres. Parce qu'il n'y a plus possibilité que l'armée israélienne leur assure une certaine protection ou sécurité. L'armée israélienne, d'après la plupart des journalistes, des spécialistes, des analystes militaires, que ce soit le Jacques Beau, qui est un colonel de l'armée russe, chargé de renseignement aussi, que ce soit les Douglas McGregor, que ce soit les Lawrence Wickelson, colonel aussi, tous ces gens-là, c'était des colonels, des officiers supérieurs des armées qui sont à la retraite, que ce soit Scott Ritter, qui fut aussi un officier de l'armée américaine, Marines, qui a travaillé aussi pour la mission des inspections des Nations Unies sur les armes, hein, que ce soit aussi Larry Johnson, qui fut un analyste de la CIA, comme Ray McGovern,
Tous ces gens-là sont unanimes à dire qu'Israël n'a pas les moyens de s'en prendre à Hezbollah, d'attaquer le Hezbollah. S'ils attaquent Hezbollah, ça sera fini d'Israël. Et ça, même l'armée israélienne le sait. Ce sont ces officiers qui sont prononcés. Major General Isaac Brick, c'est un Israélien, c'est un Major General de l'armée israélienne. Ils l'ont dit. Même les Américains ont envoyé un de leurs envoyés au Liban pour négocier avec Hezbollah, pour tenter de calmer un peu Hezbollah. En vain. Passons. Israël ne va que récolter une défaite que nous lui envions tous. Nous voulons tous qu'Israël écope une défaite. Cette armée-là, cette prétendue armée invincible, va bientôt échouer, lamentablement, devant les résistants, devant les Houthis, l'axe de la résistance, et les résistants qui sont au niveau de Gaza comme de la Cisjordanie. C'est-à-dire, nous pouvons passer à l'Ukraine où, ces temps-ci, les débats ont été tournés, comme l'OTAN, ils en ont parlé, un hôpital pédiatrique qui a été bombardé par un missile russe. Bon, les spécialistes, sur ce point, les spécialistes sont divisés. Moi, je n'en suis pas. Je suis loin d'être un spécialiste de ce truc. Mais je sais qu'il y a certains spécialistes qui disent que... Alors, Scott Ritter a dit, par exemple, Scott Ritter, qui est un... dont je vous ai parlé tout à l'heure, Scott Ritter a dit, par exemple, que les missiles Kinzhal-K H101, ça pèse 100 tonnes. Donc, si ça tombe sur un hôpital, c'est sûr que l'hôpital s'en va en fumée. Et donc, ce n'est pas un missile Kinzhal-K H101. Donc, ça doit être pour lui, il a bien précisé qu'il n'est pas sur le terrain, mais ça ne l'étonnerait pas que ce soit encore un missile sol-air ukrainien qui tentait d'intercepter ces missiles-là, qui soit tombé sur l'hôpital. Comme ça a été le cas l'année dernière avec un missile qui était tombé en Pologne. Et ça l'est depuis lors aussi avec des missiles qui tombent un peu partout. Bref. Mais toujours est-il que ces 4 personnes, je ne sais plus, qui sont mortes dans cet hôpital. Mais combien meurent chaque jour à Gaza et dans la Cisjordanie et qu'ils n'en parlent pas du tout, ces gens de l'OTAN. Un Israélien ou bien un Ukrainien ne doit pas mourir, mais les autres là, les Palestiniens, les autres, les gens de la Global South là, qu'ils meurent, ce sont des mouches. Pour ce qui est de la guerre ukrainienne, ces temps-ci, Jacques, on a suivi le directeur pour montrer comment l'Ukraine constitue un intérêt pour les Occidentaux. Le directeur de la German Lithium Institute, l'institut allemand du lithium, a montré qu'il y a des réserves colossales de lithium au niveau de l'Ukraine, surtout de la zone Donbass, et puis à droite aussi du fleuve Dniepr. Le fleuve Dniepr, c'est le fleuve qui sépare en quelque sorte le centre de l'Ukraine de ce qui est dans la Donbass. Donc la Donbass est une partie qui est arrosée par plusieurs fleuves, mais il dit que le lithium existe là-bas en plusieurs trucs. Et c'est estimé, le prix de ce lithium-là, c'est estimé, ces réserves de lithium ukrainiennes sont estimées à entre 12 et 13 trillions de dollars. Donc 12 000 milliards et 13 000 milliards de dollars de valeur. Et même il y a l'autre là, Lindsey Graham, qui disait dans une interview qu'il n'est pas question de laisser cela à Poutine ou Xi Jinping. Mais les Xi Jinping ont leur lithium déjà, etc. Les Poutine ont leur lithium. D'ailleurs, il y a eu un coup d'État qui a échoué au niveau de la Bolivie. Et la Bolivie dispose aussi d'énormes réserves de lithium. Et le lithium, les gens en ont besoin pour les énergies de transition, comme les EV, là, comme ils disent, les voitures électriques, pour les panneaux solaires et autres. Pour tout cela, on a besoin de lithium. Et pour les batteries aussi, on a besoin de lithium. Donc c'est devenu le nouveau diamant ou le nouvel or de ce 21e siècle, de ce début du 21e siècle.
Et ils ont dit qu'il n'est pas question de laisser ça en Poutine, donc on sait. Et même BlackRock avait acheté une bonne partie des terres ukrainiennes qui sont le long du Dniepr, etc. Donc voilà donc ce qui vous montre, pour vous donner un peu un aperçu des intérêts que les Occidentaux ont en Ukraine. Et quel est le problème de cette Ukraine-là? Mais les Russes ont dit que non, l'Ukraine ne peut pas faire partie de l'OTAN. Ça, c'est une promesse depuis longtemps qu'on nous a faite et répétée. Si l'Ukraine fait partie de l'OTAN, nous serons exposés. Moscou serait à 3 minutes des missiles nucléaires de l'OTAN. Nous n'aurons même pas eu le temps d'ajuster pour réagir. Ils ont dit, il est libre, l'Ukraine est libre de choisir à quelle alliance elle va appartenir. Sans compter que l'Ukraine déjà avait, avec ce coup d'État qu'ils ont orchestré, que les Occidentaux, que les Américains ont orchestré à Biden, ils ont renversé un président qui était légitimement élu, Viktor Yanukovych. Ils l'ont renversé, ils ont fait leur putsch, ils ont installé des gouvernements, des gens fantoches à ce pouvoir. Et ces gens ont pris des mesures en disant que la langue russe, alors que l'Ukraine est constituée pratiquement plus de 45% de Russes, que la population russe ne pouvait plus apprendre dans sa langue. Vous vous rendez compte? Ces mesures discriminatoires-là, qui sont condamnées par tous les traités internationaux. Les Russes ont réagi, se sont rebellés, les Russes ukrainiens. Bon, bref. Maintenant, le conflit a démarré. Les Ukrainiens, leur conflit se déroule sur 1200 km, plus de 1200 km. Ça va du sud, l'est de l'Ukraine, du sud de l'est de l'Ukraine, de Zaporizhzhia, en passant par Kherson, en passant par la région de Donetsk, la République de Donetsk, qui fait partie de Lugansk, et la République de Lugansk, qui est au nord de la République de Donetsk, qui fait partie aussi de Lugansk. Puis il y a Kupiansk, tous ces Kupiansk, puis Kharkiv au nord-est de l'Ukraine. Le conflit se déroule sur 1200 km. Chaque jour que Dieu fait, les Russes progressent. Et tous les spécialistes ont dit que la progression russe est inexorable. Même bon, vous allez me dire que les Jacques Beau l'ont dit, les Douglas MacGregor, colonel Douglas MacGregor l'a dit, colonel Lawrence Winkelson plutôt, les Larry Johnson qui fait un analyste de la CIA l'ont dit, les Ray McGovern qui fait aussi un analyste de de NSA, tous le disent que le progrès russe est inexorable, que s'ils ne négocient pas maintenant, ils risqueront de négocier avec. C'est la Russie qui risque d'imposer ces termes parce que la Russie va progresser jusqu'à conquérir Kiev. Parce que sur tout le long de la ligne de front, les Ukrainiens sont en train de perdre. Je vais vous citer quelques cas particuliers. Krasnogorovska, qui est au sud-ouest de Donetsk, mais ça a été pris par les Russes. Il ne restait qu'un flanc, qu'une flèche, qu'une pochette là, au nord-ouest, que les Russes sont en train de prendre. Et ensuite, il y a un parc qui est à l'ouest, qu'ils vont nettoyer. Bien sûr, il faut nettoyer tout le temps dans un conflit, on nettoie, on progresse en nettoyant. Et ensuite, ils sont en train de s'attaquer même à la logistique qui approvisionne Ougledar et Konstantinovka, qui est un village qui est au sud, à ne pas confondre avec une ville qui est au nord de Donetsk. Mais, s'ils coupent la logistique, autrement dit l'approvisionnement des soldats en munitions, en nourriture et en trucs ne sera plus possible, ces gens n'auront que, soit ils se battent, ou bien ils se rentrent. Ils se battent jusqu'au dernier, ou bien ils se rentrent. Les fortifications qu'avaient faites les Ukrainiens au niveau d'Avdiivka, de Toretsk, de ce qu'ils appellent New York, que les Russes appellent Novagorovska, les fortes fortifications, on dirait que c'est les zones les plus fortifiées, n'ont pas pu tenir. Parce que les Russes, au niveau de Toretsk, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Parmi eux, il y a des milices qui sont issues de la zone là, des soldats qui sont issus de la zone, qui étaient des travailleurs, des miniers et autres là. Ils savent qu'il y avait des mines. Ils ont créé des. Comment on appelle ça encore? Des tuyaux, enfin pas des tuyaux. Ils ont creusé, ils ont pu avoir des trous par lesquels passer, remonter derrière les lignes ukrainiennes. Et ils ont pris les Ukrainiens entre deux feux. Ça, c'est au niveau de Toretsk, comme au niveau de ce qu'ils appellent Novagorovska, qu'ils appellent New York. Bientôt, ces deux villes-là vont tomber. Et c'était là-bas où il y avait les plus fortes fortifications avec Seversk. À Volchansk, les Russes sont en train de descendre le long du feu, ils ont traversé déjà le fleuve Volch. Parce que les Russes étaient confinés au nord jusqu'à présent, ils ont nettoyé le nord dans ce qu'ils appellent la citadelle. Ils appellent la citadelle, là où il y a les high-rise qu'ils disent là. Et la aggregate plant, l'industrie, là où il y avait les industries ils ont tout nettoyé.
Ils ont traversé le fleuve Volch pour attaquer le sud de Volchansk. Ils ont même détruit l'autre jour une colonne où il y avait énormément de voitures, je crois 12 ou une vingtaine de voitures ukrainiennes de transport de troupes qui sont détruites avec des missiles Skander. Donc, mais qu'est-ce que les Ukrainiens attendent, bon Dieu, pour négocier, aller autour de la table de négociation? Qu'est-ce qu'ils vont attendre? Qu'ils perdent tous leurs soldats? Les Douglas MacGregor, les Scott Ritter, les Larry Johnson et autres ont dit qu'il y a eu plus de 500 000 Ukrainiens tués depuis 2022. Et que leur population, pratiquement 9 millions d'Ukrainiens se sont enfuis vers l'étranger et ne comptent plus retourner en Ukraine. Mais ils sont en train d'assister à la fonte démographique de leur pays et ils ne veulent pas négocier. Et sinon, les Russes vont continuer jusqu'à Kiev. À ce moment, ils dicteront leurs termes. Et ils imposeront le pouvoir qu'ils voudront, ils imposeront leurs termes. Voilà la situation qui se prévoit ici. L'OTAN a fait n'a même pas parlé de Gaza. L'OTAN n'a même pas parlé de Gaza pendant ces 2,5 jours de sommet. Pendant ce temps, ils ont parlé de l'hôpital qui aurait subi un missile russe, où il y a eu 3 à 4 morts. Voilà l'OTAN qui nous montre véritablement son véritable visage. Des enfants des Ukrainiens ou des Israéliens, on ne peut pas en tuer. Mais quand on tue les autres, c'est pas grave. C'est des mouches. C'est comme des mouches, ils ont la même valeur que des mouches. Donc on peut s'en débarrasser. Voilà le racisme de l'OTAN, de ces colons. De ces colons que des peuples africains, que des pays africains veulent, à qui des pays africains, des gouvernants africains veulent toujours tendre la main. Ces gens-là, c'est des colons. Ils ont toujours le réflexe des colons. Pour eux, le monde leur appartient. Pour eux, le monde, c'est à eux. Le monde doit être là, c'est une coupe réglée. Ils se servent comme ils veulent des minerais, des ressources de la terre. Et maintenant, le reste de la terre n'a qu'à mourir de faim, n'a qu'à mourir de soif, n'a qu'à être exposé à n'importe quelle maladie qu'on aurait pu guérir depuis fort longtemps, mais ça importe peu pour eux. Ce qui importe pour eux, c'est eux. Les gens du Nord avec les richards, les 1% de riches qu'ils sont en train de défendre. Et vous avez vu Macron qui dit qu'il va continuer à avoir son propre gouvernement, alors que toute la France qu'il est en train de massacrer depuis des années là, avec sa retraite qu'il a augmentée à 64 ans, les riches là qui n'osent pas, les fortunes qui n'osent pas taxer, alors que s'ils avaient taxé les fortunes, je dis même pas de 5%, s'ils avaient taxé ça à 10%, ils n'auraient même pas besoin d'aller emprunter de l'argent pour financer leur déficit. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas taxer les fortunes, les grosses fortunes. Mais Oxfam a dit clairement qu'il y a 10%, il y a 1% de la population mondiale là, qui possède pratiquement 70%, bon, j'ai pris le chiffre en tête, mais qui possède plus de 70% de la fortune mondiale. 1%. Ce sont ces 1% que protègent les Joe Biden, les Donald Trump, les Macron, les Kistama qui a remplacé l'autre là. Le roi est mort, vive le roi. Et les Macron et autres. Voilà ce qu'ils défendent. Et les Nations Unies sont là pour applaudir les Occidentaux parce qu'ils sont hébergés par un Occidental, par le chef de l'OTAN. Et ils sont aussi l'écrasante partie de leur cotisation, plutôt une bonne partie de leur cotisation, leur est fournie par les États-Unis. Maintenant, les Nations Unies vont être remplacées par le SCO, ouais, le Shanghai Cooperation Organization, l'organisation de coopération de Shanghai. Shanghai qui est une grande ville industrielle en Chine. Très chers amis, merci de votre patience et au revoir.